Comme promis, on se retrouve sur l'épisode 3. Cette fois-ci, on va donc s'attaquer au fond. Alors j'ai le plaisir de retrouver Sébastien, mais j'ai aussi le plaisir d'accueillir Christopher Nadotti. Donc finalement, là l'idée c'est de se concentrer sur le fond au travers de la méthode close. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette méthode ? En fait, avant la négociation, c'est-à-dire avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, il faut être vigilant à ce que les conditions soient favorables à l'échange, propices à la discussion. Avoir des conditions favorables pour négocier, c'est veiller à ce que les curseurs de pouvoir soient équilibrés. Des curseurs de pouvoir, il en existe 6. Et finalement, toi comme moi pouvons agir dessus avant la négociation pour déstabiliser l'autre. C'est pour ça qu'on a coutume de dire que les curseurs de pouvoir sont l'apéritif de la négociation. On pourrait avoir un premier curseur de pouvoir, c'est le poids. Si par exemple ton interlocuteur te dit tu peux faire un effort, je suis ton plus gros client, tu te rends bien compte que si tu acquiesces, si tu dis oui c'est vrai, tu vas te mettre dans une situation vraiment délicate pour négocier ensuite. Le deuxième curseur, c'est le choix. C'est le cas lorsque votre interlocuteur vous dit que vous n'êtes pas seul sur le marché, qu'il a vu vos concurrents, etc. Tu as tout à fait raison, ça sera le deuxième curseur. Et on en aura un troisième par exemple qui serait l'information. Quand tu es face à un client qui te donne une information qui te laisse penser qu'il maîtrise parfaitement les réalités de ton marché, inconsciemment tu vas te dire qu'il faut être vigilant à ce que tu dis et donc va falloir que tu sois juste. Et ça encore, c'est une forme de pression qui peut te rajouter. Tu vas avoir également l'influence, quatrième curseur. On a tous rencontré ce client qui te fait miroiter, qui connaît beaucoup de tes prospects et que si tu lui fais une bonne proposition, il pourra certainement t'aider. Vous avez également le temps, c'est notre cinquième curseur. C'est ce client qui n'est pas très pressé alors que le temps joue contre vous, par exemple. Toujours un peu compliqué celle-là. Et puis moi j'en vois une sixième, la dernière qu'on pourrait appeler la sanction. C'est le client qui te fait comprendre, sans tourner autour du pot, que si on ne parvient pas à s'entendre sur cette affaire, les échanges n'iront pas plus loin pour de futurs business. C'est marrant, là, je trouve ça intéressant parce que je me suis déjà un peu retrouvé dans ce genre de situation, mais finalement, comment on fait ? Alors bonne question, et on passe habituellement une journée intensive avec nos clients sur ce point et à le travailler tout spécifiquement, mais si je devais résumer ça en quelques mots, l'idée c'est de toujours avoir quelque chose à dire à son interlocuteur à la suite de ça, in fine ne jamais être dans l'acceptation simple, si je puis dire. On peut reprendre par exemple le premier curseur et puis ça vous donnera quelques pistes, mais le client qui vous dit je suis votre plus gros client, faites un effort, c'est simplement lui rappeler que justement la dernière fois, vous en avez tenu compte et c'est pour ça que vous lui avez fait une offre tout à fait sur mesure et exceptionnelle pour lui faire savoir toute l'importance qu'il a chez vous. Un partout, la balle est au centre et je peux commencer ma négociation. En fait, on pourrait dire que la négociation, c'est l'ultime étape avant la finalité, en fait, avant la conclusion. Donc, quelque part, ça veut dire, si on réfléchit, que on s'aime déjà un peu. C'est plutôt hyper positif comme signal envoyé. Ça veut dire qu'une fois qu'on a passé cette dernière étape, en fait, voilà, on a conclu. C'est exactement ça. En fait, en négociation, on n'est pas dans une relation où l'un gagne et l'autre perd. Les deux doivent au final trouver leur compte, mais il est certain que les deux n'obtiendront pas 100% de ce qu'ils souhaitaient obtenir initialement. Il va falloir qu'ils fassent des concessions pour l'autre et qu'ils aillent chercher des contreparties chez l'autre pour arriver à ce qu'on appelle la zone d'accord possible. C'est dans cette zone que l'accord gagnant-gagnant est possible et que les négociations aboutissent favorablement pour les deux parties. En fait, rechercher la zone d'accord possible suppose bien entendu que chacun tienne compte de l'ensemble des intérêts des deux parties. J'ai en tête mes enjeux et je questionne l'autre, ou les autres, sur leurs propres enjeux. L'accord va et doit donc se construire en intégrant l'ensemble des enjeux des deux parties. En négociation, la position initiale que vous allez tenir à votre interlocuteur doit être élevée, ambitieuse, justement parce que vous allez avoir besoin de marge de manœuvre. Si vous démarrez sans marge de manœuvre, vous allez dire à un moment donné ce n'est pas négociable et donc on tombe dans le marchandage ou quelque part j'impose à l'autre. C'est pas la négociation dans ce cas-là. De ma position initiale que j'ai définie, je vais également définir deux autres positions plus souples. Celle que je souhaite réellement obtenir, ma position objectif, et ma position la plus souple, la plus négociée, que j'appelle ma position plancher, auquel je n'irai pas en dessous. En fait, il faut toujours avoir 3 positions plutôt que 2, puisque si vous en avez que 2, le risque est de passer de la position initiale à la position plancher directement. Or, l'objectif, c'est quand même de négocier le plus près possible
de sa position initiale. Je vous donne un exemple très simple. Vous négociez avec votre patron une augmentation de salaire. Si vous souhaitez obtenir 200 €, vous avez tout intérêt à partir en demandant 300 € en vue d'en obtenir 200. Parce que si vous en demandez directement 200, à votre avis, qu'allez-vous obtenir ? 100. Je vais donc démarrer la négociation en appliquant ma première règle, démarrer avec une position initiale élevée. Effectivement, lorsque je vais démarrer avec une position initiale élevée, la réaction de mon interlocuteur va être « non, faites-moi un effort ». Alors à ce moment-là, il va falloir que je fasse attention. Si je lui dis oui, super, il va être content, mais moi, j'ai perdu dans l'histoire. Donc, à l'inverse, si je lui dis non, on va être dans une situation où je vais le frustrer, le brusquer, et c'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite conclure. L'idée, à ce moment-là, c'est de jouer au jeu du ni oui ni non. L'idée, c'est non pas de le frustrer ou que je perde, mais que je réargumente sur tout ce qui fait ma valeur et qui m'a amené finalement jusqu'à cette situation de la négociation. Rappelez-vous, ni oui ni non, argumenter. Tiens Seb, on prend un exemple sur la fois où je t'ai vendu mon scooter. Je m'en souviens, vas-y, ouais. Scooter que j'ai gardé à peu près 1 an, dont j'étais assez satisfait, mais Seb m'a dit 2-3 fois qu'il l'appréciait plutôt bien. Un jour, je me suis décidé, je suis arrivé au bureau et j'ai pris tout ce qu'il fallait, carte grise, facture et les éléments qui lui permettaient de me faire une offre. En arrivant au bureau, il était content quand je lui ai exposé tout ça et je lui demande de me donner un prix. Il me le donne et j'accepte tout de suite. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Seb ? Moi, je vais me dire, il m'a arnaqué, j'aurais clairement dû l'acheter moins cher, ce scooter. C'est précisément ce qu'on veut effectivement éviter dans la tête d'un interlocuteur quand on n'argumente pas. L'idée, c'est à chaque fois que on va vous demander un effort, l'idée, c'est d'insister sur le fait que vous avez une offre puissante à valeur ajoutée. Et dans le cas du scooter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai argumenté sur le fait que c'était une édition limitée, que les matériaux étaient en carbone et qu'on avait aujourd'hui un super ratio de consommation. Et là, à votre avis, quel a été le ressenti de Seb in fine quand j'ai accepté son offre ? Je commençais à me dire que je faisais sûrement une bonne affaire parce que finalement, il coûtait peut-être plus cher que ça, ce scooter. Dans les deux cas, pour mon scooter, j'ai fait une offre, mais le ressenti de Seb sur cet achat est bien différent et dépend uniquement finalement de l'attitude que j'ai eue face à lui. Dans la négociation, en gros, on peut se dire que les deux veulent avoir le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, de ressentir finalement ça. Donc là, il ne repose en fait sur vos épaules qu'à vous d'endosser le costume de satisfaire les deux parties. Ça, c'est la règle d'or numéro 2 face à une demande de concession, ni oui ni non, mais argumenter. Ouais, donc je comprends mieux ce qui s'est passé. Effectivement, tu as bien argumenté à la suite de ma demande d'effort. Mais de toute façon, rien n'y fait. Moi, j'ai pas cédé et je tenais quand même absolument à ce que tu fasses un geste. Il faut être clair. Si je fais un effort ou une concession, c'est pour au final parvenir à conclure cette négo. C'est l'objectif ultime. Je sais que moi, j'ai le pouvoir de faire cet effort. Mais avant de le donner, est-ce que lui, finalement, a le même pouvoir que moi ? Il faut en être certain. Si on trouve un accord, est-ce qu'il peut me garantir qu'on fait la vente aujourd'hui ? Des fois, on peut se retrouver à négocier quelqu'un qui finalement n'a pas le pouvoir de conclure. On appelle ça des influenceurs, des évaluateurs. C'est la règle numéro 3, valider le pouvoir de votre interlocuteur avant de faire votre effort. Effectivement, je suis le seul décisionnaire et j'ai la possibilité de pouvoir m'engager tout de suite si on trouve un accord. Donc, Christopher vient de s'assurer que j'ai bien les responsabilités suffisantes pour cette négociation. Mais à côté de ça, moi, j'attends toujours ta concession, ta meilleure offre. On est tous prêts à accepter. Mais il ne faut pas accepter à n'importe quelle condition. Généralement, avant de dire oui en un effort demandé par un interlocuteur, il faut également obtenir quelque chose de sa part. Ce sont des efforts qui peuvent être physiques ou des efforts qui peuvent être intellectuels. Je vais essayer d'aller demander quelque chose à mon interlocuteur avant de lui répondre. On peut utiliser des phrases du style « Écoute, je veux bien discuter ce point-là avec toi. Maintenant, cela dépend aussi de toi. Est-ce que tu peux m'aider sur telle ou telle chose ? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire ? Qu'est-ce que tu serais prêt à accepter pour telle ou telle chose ?»
Ah, en fait, quand tu m'as dit ça dans le cadre de notre scooter, ça revient à me poser directement la question du oui ou du non qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, si j'accepte, tu as la garantie d'obtenir quelque chose en contrepartie, et si jamais je refuse, bah finalement c'est moi qui clôt la négociation. Ah, d'accord. Et puis il faut pas oublier que finalement, à chaque concession contrepartie, bah, quelque part on dégrade la négociation de base, dans la mesure où le meilleur accord possible aurait été celui accepté sans négociation, sans concession contrepartie. Quand on rentre dans ce schéma-là, il faut veiller à faire des concessions qui soient décroissantes et chercher, après chaque concession contrepartie, à diriger votre interlocuteur vers la conclusion, vers l'accord final. C'est la règle numéro 5. Il faut savoir dire stop au bon moment et engager la conclusion. Alors voilà pour le fond, je pense qu'il y a à boire et à manger. Suite à cet échange, Chris va nous quitter. Merci pour ton intervention et on se dit à très vite. On va poursuivre, mais cette fois, Sébastien, tu vas plus nous parler de comportement avec une approche résumée au travers de l'acronyme DISC. On se retrouve tout de suite pour en savoir plus.